Est-ce que vous partagez l'avis de ceux-là qui pensent que cela est un moyen, en tout cas cette intervention est un moyen pour la junte française et l'Occident de continuer ou bien de transposer le conflit qui les a dépassés du côté de l'Ukraine et du côté du Mali? Beaucoup de pression face aux Africains. Ce qui se passe, c'est que le Mali est devenu un enjeu régional considérable dans la mesure où il y a deux choses qui sont produites. La première, c'est l'éviction de la France, Berkane, Takuba, les opérations Serval qui avaient été lancées en 2014. C'est déjà une façon de mettre à mal la domination régionale française. La deuxième, c'est le rapport géopolitique, là on sort des frontières du Mali et de la région sahélienne pour des rapports qui sont internationaux. C'est-à-dire que le modèle malien, qui peut être transposable d'ailleurs et qui commence à peut-être faire des émules, inquiète les plus hautes autorités occidentales, France, Angleterre, États-Unis. Je parlais effectivement de ces trois pays. Alors évidemment, Antonio Guterres et les Portugais, mais il reste de l'axe, ce fameux axe de ce que j'appelle les thalassocraties, les pays qui ont vécu par l'exportation de leur population par la mer. Eh bien, ces pays ont toujours cette vision un peu néocoloniale de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler quand même, les gens ont tendance à l'oublier, que le premier pays qui est venu coloniser l'Afrique, ce n'est pas la France ou l'Angleterre, contrairement aux idées reçues, mais c'est le Portugal. Et oui, c'est pas un hasard. Donc, lorsque le discours un peu néocolonial intervient à l'ONU avec Gutiérrez qui est inquiet, il est inquiet parce que ses alliés, ce ne sont pas des amis, ce sont que des alliés. Il n'y a pas d'amitié en Occident. Il y a que des accords de principe et surtout des alliances financières. Ils ne s'aiment pas. Les Portugais détestent les Anglais, qui détestent les Espagnols et vice-versa. Mais lorsque leur précaré est mis à mal et en danger, ils réussissent à se mettre d'accord entre eux. Contre qui? Contre l'ennemi extérieur. En substance, l'ennemi africain ou asiatique ou encore l'ennemi oriental que sont les Arabes ou les Russes. Et à partir de là, Gutiérrez, c'est une sorte de caisse de résonance comme ça du malaise franco-anglais américain. Il dit quoi? Il dit que si le Mali tombe, du point de vue occidental, c'est tombé du côté du bloc de l'Est, Russie-Chine, eh bien le Mali sera la pointe avancée de cette émancipation par des pays qui n'ont jamais été coloniaux, la Chine et la Russie. Et si le Mali tombe, il peut contaminer d'autres régions. On a bien vu qu'il y a eu d'autres coups de force de militaires qui sont intervenus. C'est pas par hasard, évidemment, il n'y a pas de hasard. On a vu la stabilisation, et Dieu merci, de l'Afrique centrale, la Centrafrique, qui a failli finir en guerre civile, mais les Russes sont intervenus, Dieu merci encore une fois, pour éviter le pire. On a vu ce qui s'est passé aussi avec la tentative de déstabilisation avec le Tigré en Éthiopie. Les Américains ont soutenu un mouvement séparatiste violent militaire qui était littéralement leur petit agent dans la région et qui finalement a chuté face à une alliance évidente entre l'Éthiopie et la Chine, on le savait déjà, mais la Russie sans doute. Et on voit évidemment que le rapport géopolitique va déstabiliser ce précaré néocolonial qui est installé par la France, l'Angleterre, un peu moins fort par l'Espagne et le Portugal, puisqu'ils ont été écrasés dans ce domaine par ces deux concurrents, ces deux puissances concurrentes qui sont la France et l'Angleterre. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle la communauté internationale, c'est simplement les plus puissants. France, Angleterre, États-Unis, c'est toujours les mêmes qui parlent, c'est toujours les mêmes qui donnent des leçons, c'est toujours les mêmes qui expliquent que la démocratie, c'est le meilleur des systèmes, ce qu'on peut discuter d'ailleurs, parce qu'on voit comment ça se passe dans les démocraties occidentales, c'est l'extrême droite qui commence à monter en puissance un peu partout, comme en Italie aujourd'hui. Et donc, ils ont peur, pourquoi? Parce que effectivement, les Russes, s'ils réussissent leur pari dans cette région-là, s'ils sont honnêtes et s'ils font ce que j'appelle de mes voeux un vrai partenariat, je traduis, un transfert non pas d'armement, ce n'est pas suffisant, mais d'usines de fabrication d'armement dans la région pour que les Africains deviennent autonomes, eh bien à ce moment-là, il y aura effectivement un véritable danger géopolitique pour l'Occident. Parce que si l'Occident perd ses anciens laquais qui étaient au pouvoir en Afrique, et qu'il y a des hommes intègres qui prennent le relais et qui sont des nationalistes, alors dans le sens noble du terme, pas dans le sens raciste, mais dans le sens défense de la nation et des peuples, des nationalistes qui sont indépendantistes et qui ne veulent plus entendre parler de cette domination occidentale qui leur vend de la ferraille et qui les interdit de se développer, eh bien là, ce sera un véritable échec occidental. Alors, il faut prendre pour exemple simple, on prend l'Asie par exemple. L'Asie était très éloignée de l'Occident. L'Asie a bénéficié, grâce à cet éloignement, d'un développement économique à plein pot parce qu'effectivement, l'Occident ne pouvait pas venir déstabiliser en envoyant des djihadistes ou de je ne sais quelle autre organisation fantaisiste. Il ne pouvait pas le faire. Donc l'Asie a su se développer en 60 ans et on est sur un autre paradigme. En Afrique, on a tout fait pour les écraser, empêcher qu'il y ait une émergence. Comment ils ont réussi leur coup? Simplement en faisant croire aux Africains qu'ils n'étaient pas capables de se développer, qu'ils étaient chroniquement corrompus et qu'effectivement, ils ne pouvaient pas avoir des intellectuels, des cerveaux, des industriels. C'est un mensonge qui a été fabriqué par une idéologie très raciste, très racialiste, très dominante, très prétentieuse,
Mais aujourd'hui, effectivement, ces arrogants, dominants et prétentieux se ridiculisent face à la Russie, se ridiculisent face à leur propre bêtise, puisqu'ils ont été capables de sanctionner un pays plus fort qu'eux, qui est en train de les sanctionner, et se ridiculisent face au fait qu'ils n'ont plus cette image d'hommes hyper dominants, intelligents, extrêmement malins. Tout ça, c'est fini, ça. Le côté occidental qui domine tout, c'est fini. Donc, effectivement, aujourd'hui, ils sont inquiets. Et Gutiérrez n'est qu'un élément de cette inquiétude qui se traduit par un retour, effectivement, de la guerre froide, il faut l'appeler comme ça. Un retour de la guerre froide avec cette fois-ci un théâtre d'opération africain qui sera beaucoup moins violent, sans doute, qu'il ne l'a été à l'époque, puisque aujourd'hui, la jeunesse africaine est avertie, elle sait qui manipule qui. Et si un dirigeant africain fort arrive au pouvoir, il aura le soutien de sa jeunesse et il n'y aura pas de coups de barbouze comme le faisaient régulièrement les Français avec les Bob Denard et autres. Il n'y aura plus ce genre d'opération. Donc effectivement, Gutiérrez est inquiet non pas parce que la démocratie est en danger, la démocratie, ils s'en fichent complètement. Il est inquiet parce que, d'ailleurs on l'a vu en Égypte, la démocratie, ça ne les intéresse pas beaucoup. Hein. Il est inquiet parce qu'effectivement, ce n'est pas la France qui va diriger la région et la Russie, que ça risque vraiment de faire tache d'huile. Vous voyez ce qui se passe actuellement au Burkina Faso, hein, ça commence à bouger. Vous voyez ce qui se passe effectivement dans certains pays qu'on n'attendait plus, hein, j'ai envie de dire des pays qui semblaient soumis à la France et dont les dirigeants qui étaient très souvent lâches ou peureux ou réalistes. Ils disent, bon, les plus forts sont là, donc on va se taire. Aujourd'hui, ils commencent à dire, bah, finalement, les plus forts, c'est pas eux. On va peut-être commencer à parler dans le sens de notre population et dans le sens de notre conscience qui a été malmenée. Et ça, c'est une chose qui a du sens et qui, je pense, va avoir des conséquences. Donc le Mali est devenu, avec la Centrafrique, ce sont devenus deux régions très importantes et il se trouve que le Mali est frontalier du Burkina et que c'est une très bonne nouvelle parce que les Burkinabés, le pays des hommes intègres, rappelons-le, l'ancienne Haute-Volta des colons, eh bien le Burkina Faso va peut-être emboîter le pas au Mali, ça en prend le chemin, et créer une contre-révolution, puisqu'on essaie de faire des contre-révolutions, pour empêcher que cette révolution réelle et sérieuse puisse pérenniser sa réussite. Donc, effectivement, d'autres pays commencent à se manifester de façon assez forte. Et puis, je le rappelle encore une fois, pour finir mon propos, on ne peut pas diriger un pays, on ne peut pas avoir une démocratie ou le bien-être dans un pays s'il n'y a pas de sécurité. Or, la sécurité passe nécessairement par l'armée. Ça ne veut pas dire confiscation des droits des populations. Non. Il faut garantir la sécurité pour que le droit puisse s'exercer. C'est ce qui va, j'espère, arriver et c'est ce que ces pays-là ont décidé de faire. Donc, on voit que la Guinée, c'est pareil, a emboîté le pas au Mali. Il y a un effet tache d'huile qu'on commence à avoir et c'est très bénéfique. On espère que par la suite, les frères africains ne tomberont pas dans le piège de division. Ce qui se passe entre eux, et je le répète à nouveau de façon très formelle, entre le Mali et la Côte d'Ivoire, ça se passe entre les dirigeants du Malien et les dirigeants de la Côte d'Ivoire. Le peuple ivoirien n'a pas envie de se mettre dos à dos avec ses frères africains. Le peuple ivoirien est un peuple africain comme les autres qui mérite d'être libéré de ce néocolonialisme. Afrique Média. Le monde, c'est nous.